C'est à Versailles que fut signé le 3 septembre 1783, sous le règne du roi Louis XVI, un traité reconnaissant l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Les 13 colonies américaines sont les premières à avoir arraché l'indépendance à leur métropole. Comment les colons américains, pour la plupart d'origine britannique, ont-ils été amenés à affronter la très puissante Angleterre? Pourquoi les Français sont-ils intervenus dans le conflit? En 1763, après la guerre de 7 ans, la France a subi une défaite humiliante et perdu ses possessions américaines. L'Angleterre a étendu sa domination sur une grande partie du continent. Les Espagnols occupent l'ouest et le sud. Sur la côte est, sur une longueur de plusieurs milliers de kilomètres, s'étendent les 13 colonies britanniques. La plupart des colons qui vivent dans cette région viennent de Grande-Bretagne. Ils sont venus chercher en Amérique la terre promise. Mais il n'y a que peu de points communs entre ces colonies. Leur climat, leur population et leurs activités économiques sont très différents. Au sud, les planteurs possèdent de vastes domaines et font venir d'Afrique de nombreux esclaves pour cultiver la terre. Les colonies du Nord, la Nouvelle-Angleterre, ont été peuplées par des puritains protestants chassés par les persécutions religieuses. Parmi eux, les célèbres pèlerins du Mayflower. Les colons sont surtout de petits agriculteurs, mais Boston est déjà une ville riche et active. Au centre, la population est plus mélangée. Là se trouvent les plus grandes villes. Philadelphie qui, avec 40 000 habitants, est la plus grande et la plus dynamique des villes de la côte Est. Et New York. Malgré leurs différences, les colons ont en commun leur langue, leur attachement à la couronne britannique, mais aussi leur soif de liberté et leur esprit d'entreprise. La domination exercée par l'Angleterre sur ces colonies américaines est surtout économique. Londres offre aux colons sa protection. En échange, il doit fournir à la métropole les matières premières dont elle a besoin et acheter exclusivement des produits anglais. L'ensemble du commerce est strictement réglementé et assuré par la flotte anglaise. Sous le règne de George III, les colonies n'ont toujours pas de représentation au Parlement britannique. Les émissaires américains comme Benjamin Franklin sont rarement écoutés. Un différend d'ordre territorial oppose la métropole et les colonies. Celle-ci reproche aux Anglais de réserver aux Indiens les territoires situés à l'ouest des Appalaches. Dès 1765, un autre différend surgit. Les nouveaux impôts votés par le Parlement anglais sont très impopulaires et incitent les colonies à se révolter. Les premiers heurts éclatent et les colons commencent à s'attaquer aux espions anglais. 1770, à Boston, les troupes anglaises tirent sur la foule désarmée. 5 personnes sont tuées. Ce massacre rend la présence des troupes de plus en plus difficile à supporter. Le conflit économique se durcit peu à peu. Un groupe de colons, déguisés en indiens, s'attaque à un navire transportant du thé et jette la cargaison à la mer. C'est la partie de thé de Boston. L'Angleterre exerce des représailles et envoie des troupes. En 1775, un groupe de colons révoltés, les insurgents, attaque un détachement de l'armée anglaise à Lexington. C'est le début de la guerre d'indépendance. Celle-ci durera 7 ans. Les colonies réunies en congrès organisent la lutte et nomment George Washington, un planteur de Virginie, à la tête de l'armée continentale. 1 an après le début des hostilités, des représentants des colonies se réunissent en congrès à Philadelphie. Parmi eux se trouvent les pères fondateurs comme Benjamin Franklin, homme de science renommé, John Adams, fervent défenseur des colons, et Thomas Jefferson, qui rédigea la plus grande partie du texte de la Déclaration d'indépendance. Celle-ci énonce d'abord les droits fondamentaux des citoyens. Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits.
Ces colonies unies sont et doivent être en droit des États libres et indépendants. Elles sont relevées de toute fidélité à l'égard de la couronne britannique. Inspirée par les textes des philosophes anglais et français, la déclaration est aussi un texte révolutionnaire qui remet en cause l'ordre établi et l'autorité du roi d'Angleterre. Mais le document ne concerne que les colons. Il ne parle pas des droits des Indiens ni de ceux des esclaves qui sont exclus de la vie politique. L'annonce de la déclaration d'indépendance suscite un grand enthousiasme en Europe. Certains jeunes nobles idéalistes comme Lafayette partent pour soutenir la jeune nation. Les Anglais, eux, sont bien décidés à mater la rébellion. Les premières batailles leur sont favorables. Les troupes américaines sont mal formées et mal équipées et subissent une série d'échecs. Le général Washington et son armée doivent passer l'hiver près de Philadelphie, à Valley-Forge, dans des conditions épouvantables. Pourtant, les Américains remportent leur première victoire à Saratoga, en 1777. C'est cette victoire qui va définitivement inciter la France, qui aidait déjà secrètement les insurgents, à entrer en guerre. Pourquoi la monarchie française, absolutiste, soutient-elle la cause des insurgents américains? En fait, Louis XVI et ses conseillers souhaitent, après la défaite de la guerre de 7 ans, prendre une revanche sur l'ennemi héréditaire, l'Angleterre. D'autre part, la bonne société française, sensible aux idées des Lumières, est très favorable à la cause américaine et aux principes énoncés dans la déclaration d'indépendance. Benjamin Franklin, l'ambassadeur des États-Unis, est accueilli avec enthousiasme. On le représente souvent aux côtés de Voltaire et de Rousseau. Le Nouveau Monde est à la mode et il inspire la fabrication de nombreux objets. Les femmes n'hésitent pas à porter la coiffure à l'indépendance ou le triomphe de la liberté. Benjamin Franklin est reçu officiellement à la cour et couronné par la reine Marie-Antoinette. La France signe un traité d'alliance et de commerce avec les États-Unis. Louis XVI remet symboliquement à Franklin le texte qui va engager la France dans le conflit. Un an plus tard, l'Espagne entre en guerre aux côtés de la France. Les provinces unies rejoignent ensuite la coalition. L'équilibre des forces est totalement modifié. La France envoie d'abord sa flotte pour tenter de reconquérir la maîtrise des mers. Elle expédie ensuite un contingent de plus de 6000 hommes, commandé par le général Rochambeau. Ceux-ci arrivent en Amérique en 1780. Les batailles se succèdent sur terre et sur mer. Des combats navals voient s'affronter les deux plus puissantes flottes du monde. La bataille décisive se déroule à Yorktown en 1781. L'armée de Washington et celle de Rochambeau assiègent les troupes britanniques. La flotte française bloque l'accès à la mer. Les Britanniques, pris au piège, sont obligés de capituler le 19 octobre 1781. Cette défaite amène l'Angleterre à engager des pourparlers de paix. De longues négociations ont lieu au ministère des Affaires étrangères à Versailles. Le 3 septembre 1783, l'Angleterre signe avec les Américains, les Français et les Espagnols le traité qui met fin à la guerre. Avec ce traité, les États-Unis gagnent les territoires au-delà des Appalaches. Mais les Anglais gardent le Canada, et les Espagnols l'Ouest et la Louisiane. La France ne gagne pas de nouveaux territoires.
Mais elle a remporté une grande victoire sur l'Angleterre et mérité la reconnaissance des Américains. Après la victoire, des manifestations de joie populaire éclatent en France et aux États-Unis. Des caricatures représentent les Anglais chassés par les Alliés. Mais il devient nécessaire de renforcer la nouvelle nation. Après bien des difficultés, à la Convention de Philadelphie, les États adoptent une constitution fédérative qui renforce le pouvoir central et préserve l'autonomie des États. Les 10 premiers amendements, Bill of Rights, garantissent les libertés individuelles. Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse. Ce texte a directement inspiré les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Constitution entre en application en 1789 et George Washington est élu premier président des États-Unis. Plus de 200 ans après l'indépendance, les institutions américaines n'ont pas changé.